va commencer la conférence. Si vous êtes tous prêts, continuez à vous approcher, allez-y. Alors, la prochaine conférence va nous être présentée par Aloïs Artaud, chargé de mission bio de la Chambre d'agriculture, spécialisée en grande culture, et Lola Serré de l'IRD, chargée de mission bio aussi. Donc là, on va présenter le résultat de 12 années d'un essai 100% grande culture, donc sans élevage et sans apport de matière organique pour essayer d'être le plus autonome possible. Alors je sais qu'il est midi et que vous avez sûrement faim, mais ça tombe bien parce qu'il va y avoir plein d'informations à digérer. Donc n'hésitez pas à bien écouter et poser plein de questions. Et puis en amuse-bouche, on va commencer par une vidéo pour remettre en contexte l'essai système. C'est bon. Pour produire les cultures de notre alimentation, telles que les céréales, les plantes ont besoin d'éléments essentiels, comme l'azote. En agriculture biologique, c'est grâce à la fertilisation organique que l'on peut répondre aux besoins des plantes et assurer le bouclage des cycles. En système sans élevage, il faut faire venir cette fertilisation de l'extérieur de la ferme. Problème, cette fertilisation est chère, son efficacité est lente, parfois aléatoire, et la disponibilité souvent insuffisante en bio. Il existe des plantes qui sont capables d'aller chercher de l'azote naturellement présent dans l'air grâce à une symbiose avec des bactéries. Ce sont les légumineuses. Dès lors, si l'on maximise la place de ces plantes dans une rotation, est-ce que l'on pourrait maintenir la fertilité du système sur du long terme ? C'est l'idée du projet Rotaleg, qui a imaginé des rotations avec un maximum de légumineuses sous différentes formes. Culture de vente, en pur ou en association, et au sein de couverts d'interculture courts, longs ou semi-permanents. Cinq rotations sont testées depuis 2011. Une rotation courte de 3 ans, févrole, blé, tournesol. Une rotation de 6 ans qui intègre une association céréales protéagineux et une rotation de 9 ans qui inclut en plus une luzerne de 2 ans. En complément, il est testé d'apporter de la fertilisation organique sur la rotation de 6 ans. Enfin, une rotation réduisant le travail du sol est testée. Sur l'ensemble des rotations, une importance est accordée à l'introduction de couverts d'interculture en légumineuses pures ou en mélange. De plus, l'ensemble des pailles sont restituées pour exporter seulement les productions alimentaires. Avec ces rotations, arrive-t-on à ramener de l'azote dans les systèmes? Est-ce suffisant? Est-ce que l'on atteint les objectifs de rendement pour les différentes cultures? Sur du long terme, est-ce que la fertilité au sens large est maintenue sur des éléments comme le phosphore et le potassium, ou encore d'un point de vue biologique? Quels sont les risques associés à cette forte présence de plantes de la même famille sur le développement des maladies des légumineuses? Comment évolue la pression adventice au sein de ces différentes rotations? Enfin, d'un point de vue général, ces systèmes sont-ils durables? Depuis 2011, une batterie d'indicateurs sont mesurés sur les parcelles d'essai. Apport d'azote par les légumineuses, évolution de la fertilité et des ressources du sol, performance des cultures et suivi des maladies et des adventices. Êtes-vous prêt à découvrir les résultats? Pour produire les cultures de notre alimentation. Donc voici pour la vidéo introductive. Bonjour à tous. Je vais compléter cette vidéo par quelques éléments. Sur la parcelle, en fait, la parcelle où est situé l'essai, on est basé à Torigné d'Anjou, donc sur la ferme, et c'est de l'autre côté de la route, donc sur un sol qui est limon sableux, hydromorphe et très séchant l'été, avec un pH initial qui était autour de 6,1 sur l'essai. On avait un pourcentage de matière organique à l'origine, donc en 2011, de 1,8%. Et depuis 2008, sur la parcelle, il n'y avait pas eu d'apport de matière organique.
Donc sur cette rotation, on commence à avoir un recul assez important par rapport à ce paramètre. C'est des parcelles qui sont conduites en bande. Nos rotations sont sur des parcelles qui font 18 x 80 mètres de long, que l'on répète dans l'espace. Donc vous avez les trois blocs là qui sont représentés par nos carrés blancs. Et ensuite, sur ces 3 blocs, finalement, on va répéter nos rotations qui sont disposées de manière aléatoire sur les parcelles. Juste pour compléter nos rotations, donc elles font entre 3 et 9 ans, vous l'avez vu sur la vidéo. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a aucun apport de matière organique, à l'exception de la rotation 6 ans plus ferti, sur laquelle on va fertiliser la plupart du temps les céréales d'hiver, ainsi que le tournesol. Sur les autres rotations et sur l'ensemble de notre essai, ce qu'on va essayer de faire, c'est de maximiser la place des légumineuses et la place des couverts, que ce soit des couverts d'interculture longs ou courts, et on va restituer l'ensemble de ces couverts pour notre sol. Donc on restitue voilà, toutes les biomasses. La luzerne qui là est présente sur la rotation en vert, elle est présente 2 ans et on va exporter les premières coupes et ensuite on va restituer la dernière coupe de luzerne pour notre sol. Comme on n'apporte pas d'éléments organiques sur nos rotations, ce qu'on va faire, c'est de restituer l'ensemble des pailles de nos céréales, de nos févroles, et exporter le minimum, c'est-à-dire les grains. On a une rotation, là vous avez la rotation Sol Plus, qui là est une rotation qui au départ, les 6 premières années, avait intégré une luzerne de 2 ans. Et elle a évolué dans le temps, cette rotation. Et maintenant, ce qui la caractérise, c'est qu'on essaye de réduire au maximum le labour. Et donc là, maintenant, on a un recul le dernier labour avait eu lieu en 2018. Donc les résultats présentés, on en a un petit peu parlé dans la vidéo. Ce qu'il faut qu'on va présenter là tout à l'heure, c'est juste, il faut garder en tête que c'est un essai système et ce n'est pas un essai analytique. On ne va pas pouvoir répondre à une question précise, l'effet d'une légumineuse sur telle culture. Comme on fait évoluer beaucoup de paramètres sur nos rotations en même temps, finalement, on est bien sur un essai système avec des effets annés aussi qui peuvent être importants. Donc, je vais commencer par la performance des légumineuses. Est-ce qu'elles sont un substitut à l'azote pour nos rotations ? Donc finalement, là, je vous ai mis l'exemple d'une séquence. Donc on essaye d'implanter maintenant nos trèfles le plus rapidement possible, c'est-à-dire dès le semis du blé, pour avoir un trèfle qui a le maximum de chances de se développer une fois qu'on récolte le blé. Là, vous avez la photo de notre trèfle blanc nain qui avait été semé à l'automne d'avant. Et une fois qu'il a l'accès à la lumière, s'il est bien implanté, il va pouvoir créer une biomasse importante qu'on va restituer pour la céréale d'hiver d'après. Donc là, on a réussi sur ce trèfle blanc nain, dans l'essai, à restituer 1,6 tonnes de matière sèche pour la suite des rotations. Et ce qu'on a fait sur l'ensemble de nos légumineuses, c'est d'aller regarder dans la plante quelle était la part d'azote qui provenait de l'air, puisque c'est notre substitut finalement de fertilisation organique. Et donc, qu'est-ce qu'on apporte dans le système ? Donc là, notre trèfle blanc nain, il allait chercher à 45% de l'azote qui est présent dans sa plante, qui provenait de l'air. Si on restitue l'ensemble de notre trèfle, on a un retour de 52 kg en moyenne d'azote pour le sol. Mais si on regarde vraiment ce qui a été apporté en plus grâce à l'azote de l'air, c'est un bénéfice légumineuse de 45 kg. Donc on a fait ces mesures sur d'autres espèces, notamment un trèfle d'interculture long qui est resté 7 mois, juste avant un tournesol. Et là, on a les mêmes proportions, y compris pareil sur la luzerne. On a des taux d'azote présents dans la plante qui proviennent de la fixation symbiotique autour de 84-85%. Sur des févroles ou sur des pois, la fixation symbiotique est un peu moindre. La plante va aller chercher davantage d'azote du sol, parce qu'on est autour de 60% pour la févrole et 52% pour le pois. Maintenant, si on regarde le bénéfice, qu'est-ce que nous a apporté ces légumineuses dans nos rotations ? C'est les apports de l'air moins les exports, notamment des grains, des févroles et des pois. Finalement, on arrive à avoir 82 unités d'azote, en tout cas kilos d'azote via le trèfle incarnat,
Une luzerne, si on restitue la dernière coupe, on est autour de 59 kg. La févrole, on est autour de 8 kg. C'est un peu plus aléatoire. Et le poids de printemps, on était à 12 kg à porter pour les cultures suivantes grâce à la restitution des pailles. Ça nous permet de faire en fait un bilan sur l'ensemble des rotations. Quand on a fini nos cycles des rotations, vous avez l'exemple de la rotation courte. Là, je vais détailler celle-ci. Donc, la première barre, c'est les apports totaux d'azote qui ont été faits via la fixation symbiotique de nos légumineuses. Et la seconde barre à côté, c'est ce qu'on a exporté, puisqu'on mesure le taux d'azote qui est présent dans les exports, c'est-à-dire dans les grains. Donc, pour la rotation courte, nos grains de blé, nos grains de tournesol et nos grains de févrole. Donc on voit que sur l'ensemble des rotations, finalement, nos apports sont supérieurs à ce qu'on va exporter. Si on fait un bilan à l'échelle de rotation et qu'on calcule un indicateur export sur apport, finalement, on est toujours en dessous de 1 à l'échelle de nos rotations. C'est-à-dire que tout l'azote que l'on va apporter via la fixation symbiotique, il n'est pas entièrement valorisé par nos cultures. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que si vous regardez la rotation de 6 ans et 6 ans plus ferti, l'apport de fertilisation, finalement, il n'est pas valorisé dans notre bilan, puisqu'on voit que la fertilisation, qui est la petite barre rose, elle est en surplus, finalement, elle paraît être en surplus par rapport aux exports, c'est-à-dire que les rendements qu'on obtient et les exports que l'on fait ne sont pas supérieurs à notre, en tout cas statistiquement, à notre rotation de 6 ans, et donc ça n'exporte pas plus. Donc sur l'azote, finalement, pour l'instant, en termes de bilan, on est plutôt excédentaire. Par contre, sur d'autres paramètres du sol, on a été regarder l'évolution de la matière organique dans le temps. Donc on est sur des valeurs entre 1,5 et 2% de matière organique sur le sol. Vous avez les différentes rotations de 2016 à 2023. Avec les 3 barres, c'est les répétitions, les blocs que l'on répète. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de tendance claire sur l'évolution de la matière organique. Donc plutôt, cet indicateur, il n'y a pas une grosse chute. Le fait de ne pas apporter de matière organique, avec nos couverts et nos restitutions de paille, finalement, on n'a pas de grosse chute sur nos rotations non fertilisées. Par contre, ce qu'on peut observer quand même sur un autre indicateur qui est le C sur N, donc le rapport carbone sur azote dans le sol, là, on a des valeurs qui sont entre 8 et 10. Et on commence à peut-être voir se dessiner une légère baisse. Donc peut-être après, ça va impacter la matière organique. Et donc une légère baisse qui nous confirme qu'on apporte beaucoup plus d'azote par rapport à notre carbone qu'on restitue via les pailles. Maintenant, sur le phosphore. Donc là, on a regardé l'évolution du phosphore Olsen sur le long terme dans les différentes rotations. Finalement, c'est un indicateur qui va baisser de manière assez lente. On a des choses plutôt stables. Peut-être sur la rotation sol plus en jaune et avec luzerne, on a des choses un petit peu qui tendent vers la baisse. Alors c'est un indicateur qu'on surveille parce que le 0,20 que vous avez ici, c'est le seuil dont le comifère dit à partir de ce niveau-là, il faudrait renforcer la fertilisation phosphorée à partir de 0,02, pardon. Et donc, voilà, il ne faudrait pas trop qu'on descende en dessous. Après, c'est des références qui sont conventionnelles. On sait qu'en bio, on peut sûrement descendre un petit peu au-delà. Mais voilà, on va surveiller cet indicateur. Par contre, ce qu'on peut voir grâce à la fertilisation, si on compare nos deux rotations qui sont identiques et dans celle où on apporte de la fertilisation, finalement, on arrive à remonter notre phosphore Olsen doucement dans le sol. Donc voilà, si on atteint des seuils, on sait qu'on a cette porte de sortie. Je vais laisser Lola vous présenter la suite. Bonjour, merci. Donc on va s'intéresser maintenant à la performance des cultures. Une question qui nous taraude quand même, est-ce qu'on a réussi à atteindre nos objectifs de rendement sur les différentes rotations testées? Donc ces objectifs de rendement, ils ont été définis par rapport au potentiel pédoclimatique de la ferme de Thorigné. Pour les céréales d'hiver, blé tendre, orge et seigle, on est sur un objectif de 30 quintaux hectares. Pour les légumineuses févrole et pois de printemps associés à de l'orge de printemps, on est sur un objectif de 20 quintaux hectares et pour le tournesol à 25. Sur ce graphique, on va regarder nos écarts à l'objectif de rendement. Donc là, si on est en fait sur la barre du 0, c'est qu'on a atteint notre objectif de rendement. Pour chaque barre de l'histogramme, une couleur correspond à une culture. Si je prends le blé tendre en orange rosé,
on voit qu'on est à moins 5 quintaux. Donc sur un objectif de 30, ça veut dire que j'ai réalisé 25 quintaux hectares. Pour le tournesol en jaune, par exemple, je suis à plus 10 quintaux hectares sur un objectif de 25, donc c'est que ma rotation a atteint 35 quintaux hectares. À savoir que là, les rendements par culture sont moyennés à l'échelle de l'ensemble de l'essai. Donc il y a aussi des effets annés qu'on verra un petit peu après. De manière générale, sur l'ensemble des 5 rotations, on peut regarder que sur les différentes cultures, on est quand même plutôt en négatif. On peine à satisfaire nos objectifs de rendement, hormis pour le tournesol, qui sont satisfaisants sur l'ensemble des rotations. On a notamment là une image en juillet 2017 de très beaux tournesols qui se sont bien développés dans nos différentes rotations. Si je m'intéresse aux légumineuses en vert, on a subi de gros échecs, un peu sur l'ensemble des rotations, mais qui ne sont pas dus à nos rotations, qui sont plutôt dus là à des effets année, notamment sur la rotation de 9 ans avec luzerne tout au bout. Vous pouvez observer la barre verte de Févrole qui descend à moins 20 quintaux hectares, c'est-à-dire qu'en fait on n'a jamais réussi à atteindre notre objectif. Cette Févrole, elle est tombée sur 2 années où on n'a pas pu la récolter, en 2012 et en 2021, à cause des conditions climatiques qui ont engendré des maladies. Mais sinon, sur l'ensemble des autres cultures de la rotation de 9 ans avec luzerne, finalement, on est plutôt proche de nos objectifs de rendement comparés aux autres rotations. Sur ce graphique, on ne va pas tant chercher à comparer là, nos rotations entre elles, parce qu'on a des effets années et on ne tombe pas toujours sur les mêmes années. Je vais détailler après un peu, on va s'intéresser sur des ensembles comparables. Juste un petit point d'attention, faire suite à ce qu'évoquait Aloïs sur l'apport de fertilisation sur la rotation de 6 ans. Est-ce que ça a bénéficié au rendement des cultures? Eh ben, on observe peut-être on a un petit peu atténué, mais statistiquement, en effet, ce n'est pas différent. Il y a une grande variabilité entre les années et les parcelles. Et en fait, finalement, cette fertilisation ne semble pas permettre d'atteindre de meilleurs rendements en moyenne sur l'essai. Maintenant, si on veut vraiment comparer les rotations, on va s'intéresser au blé, où on a des années où sur l'ensemble des rotations, on peut avoir du blé avec des séquences et des précédents similaires. Je vais zoomer sur 2 années. 2019, qui était une année climatique sans trop de soucis. On voit que sur nos rotations, qu'elles soient courtes de 6 ans ou la Sol Plus, on a atteint nos objectifs de rendement, voire on les a un peu dépassés. Par contre, si on s'intéresse à 2022, qui a été quand même une année climatique un peu difficile, sécheresse, avec pour la rotation courte de 3 ans et de luzerne, un précédent Févrole, et pour les 2 rotations de 6 ans, un précédent pois-orge de printemps au blé tendre, qui n'ont pas été récoltés sur l'ensemble de ces 4 rotations. Donc on est une même année climatique, une même culture, un même précédent non récolté, donc on peut les comparer. Et une chose très intéressante, sur la rotation courte et de 6 ans, on voit qu'on est bien en deçà, à plus de 10 quintaux d'écart à notre objectif de rendement. Donc on est en dessous des 20 quintaux hectares, alors que notre rotation diversifiée de 9 ans avec luzerne, elle a atteint ses objectifs. Donc si ce n'est pas dû à un manque de fertilité, comme on a vu que les apports étaient suffisants par rapport aux exports, ce n'est pas notre année climatique là qui explique la différence, on s'est posé la question si c'était le développement des adventices qui pouvait poser problème. Donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite sur l'évolution des bioagresseurs et cette fois-ci sur les adventices. Donc est-ce que nos rotations permettent de limiter ce développement d'adventices? On va rester sur des ensembles comparables. On a plein d'autres données qui confirment un peu ce que je vais vous dire. Mais donc sur cette année 2019, où toutes les rotations avaient atteint leur objectif de rendement, on observe que la biomasse adventice en rouge par rapport à la biomasse de la culture en jaune est inférieure à 20%. On peut observer, donc on a les valeurs brutes écrites en tonnes de matière sèche par hectare. Sur la rotation de 6 ans fertilisée, on voit qu'on a un peu plus d'adventices, quand même une tonne de matière sèche d'adventices en plus. Mais finalement, la culture s'étant aussi un peu plus développée, on reste dans les mêmes proportions. Sur 2022, l'année un peu plus difficile, où on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs de rendement sur la rotation courte, ni sur les 2 rotations de 6 ans, on voit qu'on a eu un très fort développement des adventices, notamment de la folle avoine, à savoir qu'il y avait plus d'une centaine de pieds au mètre carré de folle avoine dans ces rotations. À titre de comparaison, en 2019, on n'était qu'à 10 ou 20 pieds au mètre carré.
Donc très fort développement de la folle avoine, moindre dans la rotation avec luzerne. On avait aussi pas mal de matricaires, plus une centaine de pieds au mètre carré sur les rotations courtes et de 6 ans, avec 2 fois moins de matricaires présentes dans la rotation de 9 ans avec luzerne. C'est la luzerne, les 2 ans de luzerne qui ont permis de diminuer fortement la biomasse des matricaires dans cette rotation. Et à savoir que le seuil de nuisibilité des matricaires, il est plutôt à 22 pieds au mètre carré. Donc là, une centaine de pieds au mètre carré, on peut comprendre que ça a un impact sur notre rendement. Et ce qui me permet de confirmer que la baisse de rendement sur les rotations courtes et de 6 ans est bien liée à la biomasse adventice. On a fait des tests statistiques. Derrière, on a bien une corrélation négative entre le rendement et la biomasse des adventices. Donc notre rotation de 9 ans avec luzerne est un bon levier pour maîtriser le développement des adventices, surtout dans les mauvaises années. Donc là, on s'est intéressé aux adventices, mais avec l'introduction de beaucoup de légumineuses, on peut se demander si ça a aussi favorisé le développement de certaines maladies. Et c'est ce que Aloïs va nous expliquer maintenant. Donc, par rapport aux maladies, c'est vrai qu'on a beaucoup de plantes de la même famille et on sait que l'importance des rotations, c'est aussi d'alterner les familles. Mais nous, voilà, on s'est imposé sans fertilisation et donc on met beaucoup de légumineuses. En tout cas, déjà, ce qu'on peut dire sur les analyses qu'ont fait Terre Innovia quand ils sont venus faire des suivis depuis 2018, c'est que pour l'instant, on ne voit pas déjà d'effet de rotation. Il n'y a pas plus de maladies dans la rotation courte avec une févrole tous les 3 ans que dans la rotation par exemple avec luzerne de 9 ans. Les maladies qui sont présentes, c'est des maladies qui sont des maladies aériennes. Donc par exemple 2018-2021, c'était surtout du botrytis qui était là sur de la févrole d'hiver. Et c'est une maladie qui a un inoculum non limitant, c'est-à-dire que peu importe la rotation, finalement, si la culture est là et que les conditions climatiques sont favorables à cette maladie, eh ben, elle va se développer. Pareil pour 2021, on a aussi eu sur févrole et sur pois, on a connu des déboires avec des viroses qui ont été transmises par un nuage de pucerons qui passait par là, qui a trouvé à manger des plantes hôtes favorables sur Rotaleg. Et donc là aussi, là encore, ça ne dépend pas de la rotation finalement, c'est pas parce qu'on a beaucoup de légumineuses qui sont là, c'est vraiment dû à l'effet de ce passage de nuage de pucerons. Ensuite, sur 2023, c'était une année qui était très, très bonne pour le pois protéagineux, qui était associé à l'orge dans la rotation avec luzerne, et donc on n'a pas eu de développement de maladie. Ce que nous dit quand même Terre Innovia, c'est qu'on a des plantes de la même famille et qu'il y a plusieurs agents pathogènes qui sont communs à ces plantes, comme le fusarium ou les pythium, et que voilà, on prend quand même un risque de mettre toutes ces légumineuses sur nos rotations. Mais pour l'instant, nous, depuis 2011, que l'on conduit cet essai, on n'a pas vu le développement et l'explosion de ces maladies. Maintenant, si on prend un peu plus de recul et qu'on va voir sur une analyse un peu plus multi-critères, multi-performance de nos différentes rotations, là, je vais vous présenter des résultats qui sont simulés grâce à un logiciel qui s'appelle Cister, développé par Arvalis, et qui nous permet d'extrapoler nos rotations sur des systèmes complets, des systèmes d'exploitation, donc des fermes de 135 hectares, avec à la tête un exploitant, avec une aide salariée de 0,3 UTH. Donc dans le logiciel, ce qu'on va rentrer, c'est l'assolement, le parc matériel qui est adapté, un certain nombre de charges et aussi des tarifs de vente de nos cultures. Et là, pour l'instant, ce qu'on a rentré comme tarif de vente, c'est des tarifs moyens des cultures, donc hors année exceptionnelle. C'est-à-dire que là, on ne prend pas en compte le contexte crise du bio qui est actuellement depuis 2-3 ans. Et donc, voilà, les résultats que je vais vous présenter, c'est hors année exceptionnelle et hors crise. Donc si je vous donne un exemple sur la rotation courte, donc févrole, blé, tournesol, finalement, cette rotation, elle se retrouve avec 45 hectares de blé, 45 hectares de tournesol et 45 hectares de févrole. Si on regarde maintenant, du coup, le résultat économique, là, je vous ai mis la marge nette avec aide dégagée grâce à nos rotations.
finalement, on voit que la rotation courte, on arrive à atteindre 900 € de l'hectare. Donc la marge nette, c'est le produit brut moins l'ensemble des charges opérationnelles et de structure. Donc on arrive à dégager quand même une marge nette qui est au-dessus de la moyenne de ce qu'on a pu trouver sur le BE dans les revenus 2022 qu'on a publié récemment. Donc on se retrouve un petit peu au-dessus. Sur les autres rotations, on voit que c'est inférieur, et notamment la rotation 6 ans plus Verti. On l'a vu, on n'a pas forcément plus de rendement sur cette rotation, et en plus on dépense beaucoup dans l'apport de la fertilisation. On voit que la rotation sol plus et avec luzerne sont un petit peu mieux que les rotations de 6 ans. Si on détaille maintenant la part de chaque culture dans cette marge nette, finalement, on voit qu'en jaune, là, vous avez des grosses barres. C'est notre tournesol, parce qu'on a des très bons rendements sur l'essai. On a pu atteindre des 39 quintaux certaines années. On est surtout en moyenne à 30 quintaux. Donc, voilà, c'est notre tournesol qui contribue le plus à cette marge nette. Et voilà, c'est donc dans un contexte hors crise du bio, avec potentiellement simuler des débouchés et un tarif de vente autour de 600 € tonne. Ce qui n'est plus forcément le cas maintenant. Mais en tout cas, on voit que la dépendance de nos rotations à ces résultats de tournesol est assez forte, et notamment la rotation courte qui s'en sort le mieux. Dans un contexte crise du bio, on n'en serait pas là, du coup. Ce que vous avez sur les barres négatives, finalement, c'est les cultures qu'on a ratées et qui nous ont quand même fait débourser des charges, notamment de préparation du sol, d'achat de semences et aussi de fertilisation sur la rotation 6 ans plus Verti. Donc en hachuré, on a les pois orge de printemps qu'on avait ratés en 2020 à cause des viroses qui étaient passées par là. Et sur la rotation avec luzerne, c'est les févroles. On n'a jamais pu récolter de févroles sur notre rotation avec luzerne à cause à la fois des adventices et des maladies. Maintenant, si on regarde un peu plus globalement au-delà de ces résultats économiques, là je vous ai mis un graphique qui représente une toile d'araignée. Donc sur cette toile d'araignée, plus vous allez vers l'extérieur, plus l'indicateur est performant pour la rotation. Donc si je reprends l'exemple de ma marge nette en bas à droite, on voit que la rotation 6 ans plus Verti, elle s'en sort moins bien que les autres rotations, et la rotation courte en tête. J'ai mis ces indicateurs sur une échelle entre 0 et 1 pour pouvoir les mettre sur les mêmes graphiques et que ce soit lisible. Donc on voit que la marge nette, elle est inférieure pour la rotation de 6 ans, et c'est bien la charge des intrants en haut à droite qui pèse dans cette rotation, et on n'a pas plus de ventes vis-à-vis du rendement qui est pas grandissant. Sur la consommation de carburant, les émissions de gaz à effet de serre, par contre, là, on voit que c'est la rotation sol plus et celle avec luzerne qui sont pénalisées. Et ça, c'est du fait des passages répétés sur la luzerne qui vont émettre des gaz à effet de serre, donc un impact environnemental sur ce paramètre un peu plus important, et qui vont faire consommer du carburant. Sur le temps de travail, c'est également l'impact de la luzerne qui va se retrouver à être impactant sur nos deux rotations. En valeur absolue, ça représente 1,2, 1,5 heures de supplémentaires pour ces rotations-là par hectare de travail supplémentaire. Il y a une part qui peut être attribuée aux entreprises de travaux agricoles. Donc si on remet ça à l'exploitant, ça représente une demi-heure de travail en plus par hectare sur les exploitations où il y a de la luzerne. Donc un peu plus d'émissions de gaz à effet de serre, un peu plus de temps de travail, mais par contre sur du long terme, on l'a vu, le développement des adventices étant largement supérieur sur les autres rotations, il va faire peut-être que sur le long terme, le temps de travail et le dégagement de la marge nette va pouvoir en tout cas être valorisé pour avoir une rotation performante à plus long terme. Pour conclure aujourd'hui, on est sur des systèmes, vous l'avez compris, sans élevage et sans fertilisation organique. Finalement, on arrive avec nos légumineuses à dépasser nos exports en azote. Donc sur la partie azote, on a des résultats intéressants. On a vu que sur la fertilisation qu'on apporte en plus sur la rotation 6 ans plus Verti, finalement ça ne semble pas profiter au rendement et aux résultats économiques de cette rotation. Mais par contre, on l'a vu certaines années, ça permettait de gagner quand même 1 point de protéine. Et on le sait dans le contexte de crise là qu'on a du marché bio, 1 point de protéine,
si les critères de valorisation en blé meunier deviennent plus importants, ça pourrait peut-être être impactant à long terme sur la performance économique. On avait des ressources du sol qui finalement ne bougent pas très rapidement, qui se dégradent assez peu. On a même des améliorations sur l'activité biologique qu'on a regardé grâce à des petits sacs de paille où on regarde la dégradation de la paille. Et finalement, on voit que notre dégradation et de l'activité biologique semble s'améliorer sur l'essai. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que voilà, sur l'essai, on a un développement très fort des adventices. On a des conditions pédoclimatiques qui ne nous permettent pas d'aller désherber les céréales d'hiver. Et donc, ça devient difficile dans certaines rotations sans le levier de la culture pluriannuelle comme la luzerne. C'est des processus de temps long. Donc, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est de pouvoir poursuivre ces rotations et ces cycles continuer pendant 18 ans en tout, et continuer ces non-apports de matière organique sur nos rotations. On est en train de réfléchir à aménager ces rotations, notamment peut-être plus d'associations, apporter aussi plus de carbone. On l'a vu que sur l'azote, on était bien, mais peut-être apporter plus de carbone dans nos rotations. On a de nouveaux leviers à activer sur les adventices. Aujourd'hui, la priorité était donnée surtout au développement des biomasses découvertes. On les détruisait au dernier moment pour maximiser nos chances d'avoir beaucoup de fertilité derrière. Là, il va peut-être falloir réinverser les priorités et profiter du temps d'interculture parfois pour faire plus de faux semis et essayer de baisser le stock grainé. On va continuer la surveillance des maladies racinaires et l'approche économique, il va falloir qu'on la fasse sur plusieurs scénarios et peut-être des scénarios de situations exceptionnelles et situations de crise du bio. Voilà, et on souhaitait aussi aller plus loin sur d'autres critères, des analyses biologiques. Pour l'instant, on avait vu que ça avait un petit peu augmenté entre 2013 et 2018, mais c'est des analyses qu'il faut qu'on refasse sur du plus long terme. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous laisse place pour les questions. Merci beaucoup Aloïs et Lola. Alors, est-ce qu'on a... Ah, j'ai déjà une question juste à côté de moi. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si dans vos essais, vous avez pris le critère culture d'hiver, culture de printemps précoce, culture de printemps tardive, comme le sarrasin, premièrement. Et deuxièmement, avez-vous aussi dans vos essais introduit par exemple le mélange blé plus trèfle incarnat, semé en même temps et récolté en même temps? Alors oui, on a pris ce critère, notamment par exemple sur le développement des adventices. On a regardé quelles étaient les communautés adventistes sur culture d'hiver, sur culture de printemps. Après, sur culture d'hiver, globalement, on a les mêmes objectifs. Sur quels paramètres vous vouliez regarder ces adventices ou sur... Eh bien, les mauvaises herbes ont chacune des périodes de levée préférentielles. Tout à fait. Et si on alterne culture d'hiver, donc semée au début de l'automne par exemple, culture de printemps semée jusqu'à la mi-mars et culture de printemps qui se sème en gros entre la mi-avril et la fin mai, on peut lutter contre différentes familles de mauvaises herbes. Parce que j'ai l'impression que vous mettez derrière culture de printemps toutes les cultures qui se sèment au printemps et que vous ne distinguez pas celles que l'on peut semer de bonne heure et celles que l'on peut semer plus tard au printemps. Mais je me trompe peut-être, mais je n'ai pas senti la différence. Dans notre essai, oui, sur les cultures de printemps, on a surtout du tournesol ou un peu d'orge pois de printemps. Sarrasin, en fait, on ne l'a qu'une fois sur une seule des rotations, donc on ne peut pas vraiment évaluer l'effet de ce sarrasin sur la régulation à long terme des adventices. C'est peut-être des choses qu'il faut qu'on creuse davantage, parce que là, on arrive, comme le disait Aloïs, où finalement, notre facteur limitant, ce n'est pas l'azote, ça va être les adventices. Et donc même si on a alterné les cultures d'hiver et de printemps, il va peut-être falloir aller un peu plus loin en effet sur ces périodes de levée. Et toutes les cultures de printemps binées, notamment sur tournesol, nous permettent de réguler, de maîtriser pas mal le développement de nombreux adventices, notamment un peu les matricaires qui vont être
un peu, voilà, qui vont être moindres dans ces cultures de printemps, mais qui, avec une succession de cultures d'hiver, reviennent. Donc il faut qu'on renforce notre alternance de cultures de printemps et d'hiver. Sur la question juste du trèfle incarnat, non, on est plutôt sur du trèfle blanc nain quand on le sème en même temps que la culture, et on rattrape, si le trèfle blanc nain ne s'est pas développé, par un semis de trèfle incarnat, mais post-récolte. Par contre, on a fait des essais où on a comparé sur micro-parcelles dans un autre essai différents trèfles. Et effectivement, on avait testé le trèfle incarnat en même temps que le blé en espérant qu'il se ressème après la récolte. Mais sur ces essais-là, j'ai plus en mémoire si ça a impacté. Je sais que le trèfle squarosum, certaines années, impactait le rendement sur le blé. Sur le trèfle incarnat, j'ai plus en tête le résultat précis. On a vu dans les résultats économiques que le tournesol a joué un impact phénoménal. Oui. Parce qu'on a aussi des bons rendements. C'est pas que notre tout à prix fait. C'est justement ce que j'allais dire. Vous avez des rendements tournesol que beaucoup d'agriculteurs conventionnels voudraient avoir. Alors j'aimerais bien avoir l'explication. Comment vous... Voilà. Bah oui, c'est quand même... Vous l'occultez un petit peu alors que c'est un phénomène majeur dans Rotaleg. Vous passez un peu vite là, et c'est quand même, faut trouver une explication, parce que on est presque gêné en fait. Faut qu'on assume. On fait des très bons exactement, c'est exactement ce que je voulais dire. Et puis ça peut rendre service à beaucoup de conventionnels, parce que faire 35 quintaux à l'hectare de tournesol aujourd'hui, dans le Maine-et-Loire et à Torigny d'Anjou, dans des sols très moyens, ça voudrait dire que dans des argilo-calcaires profonds de Douai-la-Fontaine, on ferait 45 quintaux. Ça m'intéresse énormément. Alors sur l'itinéraire technique du tournesol, finalement, ça va être, on va essayer d'implanter un trèfle dans le blé. Là, les résultats que vous avez à droite, c'est le trèfle d'interculture long qui est avant tournesol. Donc là, c'était sur du trèfle incarnat finalement, parce que notre trèfle blanc nain n'était pas suffisamment développé. C'est le résultat de 3 années différentes. Donc on commence à avoir un petit peu de recul. On a un retour au sol déjà de 96 kg d'azote pour le tournesol, et finalement on est, comme vous l'avez dit, on est sur culture de printemps, et donc quand on restitue notre trèfle, on va avoir de l'activité, beaucoup plus d'activité biologique, et du coup un trèfle qui va être minéralisé plus rapidement et donc disponible sur tournesol. Sur blé, notre trèfle, déjà on a des biomasses d'interculture un peu plus faibles, et la minéralisation se fait peut-être trop lentement pour qu'on ait ces mêmes résultats sur blé. Par contre, sur culture de printemps, oui, effectivement, on a des très bons résultats, et on est bien au-delà aussi des résultats de Torigny, puisque nos références objectives de rendement de 25 quintaux, c'est ce que fait Torigny en moyenne, et donc on est aussi au-delà des résultats que peut faire un système grande culture, avec élevage en bio. Donc effectivement, c'est grâce à notre trèfle d'interculture et au fait que du coup, on n'est pas à l'impact des adventices, parce que c'est une culture qu'on peut biner. Et donc, le binage et le passage de RC-tri à l'aveugle, finalement, fait qu'on maîtrise dans notre tournesol la biomasse des adventices. Et on a une bonne fertilité qui est apportée par notre trèfle, donc on a un bon développement de tournesol. Voilà, pour l'instant, mes explications à suivre sur le long terme. Le jour où on le ratera, on essaiera de comprendre comment on fait pour le réussir, pour être sûr si c'était bien ça. Est-ce qu'il y a des questions D'autres questions? Non. Si? Ah, oui. Oui, c'est sur le semis de trèfle blanc sous couvert de blé. Du coup, est-ce que vous savez combien d'années ça marche et combien d'années ça marche pas? Et quels critères vous donnez à la fin, si c'est réussi ou pas? Alors... Le critère, il va être visuel, de savoir s'il est présent un petit peu partout en fait sur la parcelle. On a certaines années, donc on a 3 répétitions, on a certaines années, notre trèfle est un petit peu présent sur le bloc 1, et sur le bloc 2, c'est un peu plus dur, et encore plus sur le bloc 3. Donc ça va être plutôt le pourcentage de recouvrement. Et on sait on peut être vraiment étonné d'un trèfle blanc nain. On a l'impression, la photo que j'ai montrée tout à l'heure, il y a une petite feuille par-ci par-là, mais finalement, si on a les bonnes conditions climatiques, ça peut exploser en termes de biomasse. Donc c'est plutôt un recouvrement visuel et une présence homogène sur la parcelle qui fait qu'on va recharger ou non avec un trèfle incarnat si besoin, quoi.
Et du coup, c'est les résultats là, de 2 années que j'ai pris. Donc pour moi, c'est parce qu'il n'y a que 2 ans où ça a marché. Donc cette technique, on l'a fait depuis 2018 sur l'essai. Avant, on essayait de l'implanter au printemps, mais les sécheresses printanières, finalement, elles sont de plus en plus fréquentes, ça ne fonctionnait pas. Donc là, je n'ai pas la proportion, mais je dirais peut-être là, une fois sur 2, une fois sur 3, on est vraiment satisfait et on ne recharge pas en trèfle incarnat. Je voulais juste savoir ce que c'était la matière organique qui est apportée sur la rotation avec... quelle matière organique et quand? Ouais. Alors on a pris des fertilisations qui sont utilisées par des systèmes grande culture sans élevage. Donc ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire de la poudre de viande et un petit peu de fiente quand même. Ce qui nous permet de remonter un peu le phosphore, parce que de la poudre de viande et d'os seul, finalement, c'est du phosphore qui ne va pas être disponible. Et sur d'autres essais long terme, on est en train de regarder ça sur un autre projet qui s'appelle Phosphobio. Finalement, sur d'autres essais long terme, où ils apportent uniquement ce type d'apport, le phosphore ne remonte pas. Donc voilà, un petit peu... Mais c'est plutôt sous forme de bouchon. La portance des sols n'est pas super. Donc voilà, en termes des camions de fiente pure, ça paraît compliqué. Alors on les met au printemps et peut-être aussi on a du mal à... Enfin, peut-être qu'on les met un peu tard sur l'essai. Voilà. Bonjour. Du coup, juste 2 petites questions pour rejoindre sur le côté tournesol et azote. Ce que je trouve, c'est très intéressant vos résultats sur l'excédent entre guillemets d'azote à l'échelle du système et la diminution du C sur N. Ce serait intéressant du coup d'aller regarder en fait les dynamiques de minéralisation de l'azote, voir cet azote s'il est augmenté, quand est-ce qu'il se libère. Et donc l'hypothèse qu'il se libère tardivement pour le tournesol, mais de voir si des scarifications, on sait qu'il y a des scarifications sorties hiver, alors peut-être avec le sol hydromorphe c'est pas possible, qui pourraient activer la minéralisation de cet azote pour des cultures de blé en sortie hiver. Des choses comme ça, ce serait intéressant de faire des comptages. Donc c'était un premier élément. Et deuxième question, alors peut-être que j'étais plus concentré, mais sur le diagramme en radar, j'ai l'impression que la rotation sol plus, qui est en diminution du travail du sol, quelque chose qui est pas mal réfléchi par les gens en grande culture bio en ce moment, et ben elle a plus de gaz à effet de serre, etc. Alors peut-être j'ai raté, mais je voudrais savoir, alors que souvent c'est un des objectifs de la réduction du travail du sol. Merci. Sur le premier point, que je me souvienne, ça va me revenir, mais sur la partie gaz à effet de serre, effectivement, je pense qu'il y a un gros impact du fait que cette rotation, au départ, elle avait une luzerne de 2 ans. Donc il faudrait presque qu'on sépare les 2 cycles pour pouvoir les comparer. Alors après, c'est plus les mêmes effets années, mais voilà, c'est seulement à partir de 2018 le dernier labour. Donc finalement, voilà, on a quand même l'impact de cette luzerne, je pense qu'il pèse pour beaucoup. Après, on fait aussi pour détruire le couvert, etc., on fait le passage rotavator, et puis sur le tournesol, là, on a gratté un petit peu pas mal là, sur le 2023 pour essayer de détruire notre couvert, et puis et donc ça pourrait expliquer, mais à séparer quand même, parce qu'il y a quand même la luzerne là-dedans, il faudrait qu'on la sépare. Mais c'est vrai que nous, on travaille beaucoup ce sujet avec des agriculteurs et on voit qu'en fait, sur une dizaine d'années, sur un groupe culture en Mayenne-Sarthe, là, en fait, sur pas mal d'années en non-labour, on n'a pas de différence effectivement sur le fioul. Et c'est vrai que la question, c'est aussi sol plus réduction du travail du sol. Est-ce que c'est un objectif de diminuer justement le fioul, le carburant ou pas? Et du coup, les leviers à actionner ne sont pas les mêmes, quoi. Nous, l'objectif Sol Plus, c'était davantage favoriser l'activité biologique aussi. Plus avant, tu me reprends la liste, mais plus avant que de diminuer la consommation de carburant, etc. C'était avant tout un objectif de vie biologique. Donc même voilà, la luzerne se pose question. Et la première question, c'était sur la minéralisation, un peu, quelle période. Alors ça va être Aloïse qui va reprendre, parce qu'elle s'est essayée à des modèles de minéralisation et c'est pas si simple. Oui, voilà, on a essayé, j'ai rentré les rotations dans un logiciel qui s'appelle System, qui a été développé par l'INRA, pour essayer de comprendre un petit peu où allait l'azote et la dynamique de minéralisation. Est-ce qu'on le perd en lessivage? Pour l'instant, ce modèle, il ne prend pas en compte des systèmes bio, notamment la partie adventice. Et pour moi, toute la partie azote qui est recyclée par les adventices, elle est aussi importante et pompée par les adventices. Donc il y a ce phénomène-là qu'il faudra qu'on arrive à mieux modéliser.
Et sur la dynamique de minéralisation, oui, on a l'ensemble des reliquats sortis hiver, entrée hiver, donc c'est un travail qui va être fait aussi. Voilà, mais ça demande un petit peu de temps et de réflexion, mais ça va être fait dans les prochaines années. Là, c'est l'objectif du prochain projet d'aller là-dessus. Oui, bonjour. J'avais une petite remarque par rapport aux apports d'organique. Quelle proportion avez-vous apporté entre les farines de viande d'os et la fiente, sachant qu'une fiente ne dose pas énormément en phosphore? Alors que je suis fournisseur d'engrais organiques, et notamment sur le phosphore organique, on peut aller sur des taux très élevés. Et voilà, je voulais savoir simplement la proportion que vous avez rapportée entre la fiente et la farine de viande et d'os. Alors ça va être des bouchons qui mélangent ce qu'on va acheter directement. Alors j'ai plus en tête les proportions, je suis désolée. Il y a certaines années où on a mis que du produit type poudre de viande, farine de plume et d'os. Et sur les dernières années, plutôt un mélange avec des fientes, je vais dire une autre marque, mais c'est pas ça. J'ai pas la proportion en tête, ouais. Mais en tout cas, sur le phosphore Holsten, ce qu'on peut voir, c'est que ça le remonte. Donc finalement, ça le rend biodisponible. Enfin, c'est du phosphore qui reste disponible et qui n'est pas bloqué comme on peut le retrouver dans des farines d'os. Tout à fait. Et il faut savoir que vous pouvez avoir des produits qui sont moins azotés et plus riches en phosphore. Des types 8 jusqu'à 17 de phosphore. Voilà. En tout cas, sur le phosphore, pour l'instant, je pense que c'est pas un facteur limitant. Sur un autre projet, on a essayé de voir sur des parcelles très faibles en phosphore quand est-ce qu'on décroche en bio sur des céréales, et pour l'instant on n'arrive pas à décrocher et voir ce seuil, donc le seuil de 0,2 là où on est un peu au-dessus, nous 0,02 pardon. Bon, il n'est pas encore très inquiétant sur l'essai, mais en tout cas on peut le remonter, c'est ça qui est rassurant. Merci les filles. Alors peut-être une dernière question. Je vois personne qui lève la main, donc ce sera moi. On a parlé de l'optimisation des légumineuses et vous avez fait beaucoup de couverts. Est-ce que ceci permet de maîtriser les adventices ? Dans le cadre de notre essai, en effet, les couverts ne nous permettent pas réellement de maîtriser nos adventices. C'était quand même un but d'avoir cette couverture du sol pour limiter leur développement. On a des problèmes de développement du couvert à des périodes, donc on n'a pas des biomasses qui sont très satisfaisantes. Statistiquement, on n'a pas de corrélation entre la biomasse du couvert qui précède et la biomasse des adventices dans la culture qui suit. Et donc vraiment la diminution de nos adventices, elle est vraiment due à l'allongement de la rotation, à sa diversité et à la présence de luzerne. Super, merci beaucoup les filles. Merci à tous d'avoir écouté la conférence et participé activement. Et puis bonne fin de journée.